Ok, merci beaucoup d'avoir attendu pour cette nouvelle séance. J'ai vraiment hâte d'écouter la présentation de Myriam. Myriam, bienvenue, comment allez-vous? Bon, bonjour, vous m'ent- vous m'entendez? Merci beaucoup. On a vraiment hâte d'écouter votre présentation. Vous avez parlé de votre projet. J'ai eu beaucoup de chance d'en savoir un peu plus déjà, mais peut-être beaucoup d'entre nous ici ne sont pas au courant familier de ce projet de 950 mégawatts qui est la centrale la plus importante, une étape importante pour notre technologie de l'ESC. Donc, Myriam, je vais vous donner quelques éléments de rappel juste pour m'assurer que si vous avez des questions sur cette présentation, nous enregistrons cette séance et nous vous enverrons les documents, les présentations, les matériaux. Ne vous inquiétez pas pour cela, mais ma collègue vous a parlé du lien pour l'interprétation. Si vous voulez nous écouter en français ou en espagnol, en arabe, vous pouvez l'avoir. Juste, vous savez comment partager votre écran. C'était supposé. Je le vois, il est là. OK, c'est bon. Une fois que vous avez ouvert le document, vous pouvez appuyer sur partager et partager le document. Vous pouvez le voir? Oui, très bien. Est-il est-il possible de le faire un peu plus large? OK, très bien. Nous sommes prêts pour vous. Bonjour ou bon après-midi selon où vous vous trouvez. Merci beaucoup d'être avec nous et de participer à ce webinaire. Je suis Myriam Belizim. Je suis responsable du développement commercial chez ACWA. Je travaille principalement sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et sur les projets de l'énergie renouvelable. J'ai participé au séminaire hier et j'ai vu que ce projet a été mentionné plusieurs fois durant la journée. Donc j'étais ravi de voir ceci, de pouvoir être représenté auprès des participants à ce webinaire. Et je crois qu'on parlait surtout du financement et des coûts et sur relatif au projet, mais aujourd'hui, je vais juste essayer de vous donner une vue d'ensemble de ce projet et peut-être certaines informations auxquelles vous n'avez pas été exposé. Mais avant de commencer, je voudrais indiquer également que j'ai également participé à la présentation de Michael et je crois qu'il a déjà tout dit sur les éléments concernant les prix, les coûts. Donc, je vais vous montrer comment nous sommes passés des coûts lorsqu'on parle de projet. C'est un projet qui un projet hybride en fait et que vous pouvez le voir dans ce diagramme comment nous sommes passés de notre premier projet IPP qui était en 2015 à aujourd'hui donc sur le même site. Donc nous faisions face à une réduction des tarifs de plus de 75% dans le même site. Nous avons les mêmes données météorologiques et les conditions concernant le site et l'emplacement du site. Vous pouvez voir qu'en 5 ans, les tarifs ont évolué. En matière de ESC, nous sommes passés de notre premier projet en Afrique du Sud, qui est un très important aujourd'hui, le projet MPV, et nous avons connu une réduction de 55% du coût nivelé de l'énergie, ce qui est très significatif sur une période aussi courte de 5 ans. Nous pouvons dire que maintenant, nous sommes en cours de développement de projets qui participent également à et favoriser la réduction des émissions dues au secteur énergétique et fait partie donc de notre projet de énergie renouvelable.
Donc, quand nous en venons à devoir ESP, PPV projet, c'est pas juste un projet ESL de 950 MW. Comme je le dis, c'est dirigé par une entreprise qui a été incorporée à Dubaï. Et cette entreprise a plusieurs partenaires et donc de la part de DIWA et aussi en tant qu'actionnaire, nous avons Apple Power en tant qu'actionnaire et nous avons aussi Circle Fund en tant qu'autre partenaire. Donc, ils ont formé cette entreprise qui, pour le moment, est en train de mettre en place une construction. Ils sont propriétaires donc du projet et de la construction. Donc, quand nous parlons de ESC de 750 MW et 200 MW PV, vous pouvez voir en fait que c'est l'usine solaire la plus concentrée. Et dans un projet, nous avons vu plusieurs projets, par exemple, avancés par différentes unités qui sont possédées par différentes entreprises d'énergie. Ce n'est pas le cas ici, puisque ça, c'est un projet avec Nord Energy One, avec un propriétaire. Donc, en fait, il y a eu plusieurs recours à ce projet depuis 2017. Il a reçu plusieurs prix et récompenses. Et nous pouvons lister certains d'entre eux, tels que, par exemple, le SOI le plus faible de 7,3 centimes par kilowattheure. Et ce que nous avons vu, en fait, en ce qui concerne ce CNE très faible. C'était un projet très important, notamment en ce qui concerne les tarifs faibles qui ont été fournis, qui sont compétitifs par rapport aux énergies fossiles dans une région notamment qui dépend énormément des énergies fossiles et qui a une consommation d'énergie accrue et c'est très important en fait d'avoir ce genre de projet. Donc en fait ce projet génère pendant 24 heures de l'énergie 24 heures sur 24 avec suffisamment de stockage thermique afin de pouvoir générer de l'énergie même dans les périodes qui demandent le plus d'électricité. Notamment à Dubaï, nous avons besoin de PV, there is no problem, but during the night we need la plus importante. Et durant la journée, nous avons besoin quand même d'énergie. Et le fait d'avoir cette énergie qui vient du côté solaire fait que ce projet est très très efficace. Donc en ce qui concerne les 700 mégawatts, cela est un mélange de tours centrales et aussi de cuves paraboliques. Donc en ce qui concerne la tour centrale, c'est juste 100 mégawatts et ça a aussi la tour la plus élevée au monde de 260 mètres. Quand nous entendons 950 mégawatts, c'est très différent de dire que c'est 950 mégawatts de PV ou 750 de ESC ou un mélange des deux. Donc le fait d'avoir 750 mégawatts de ESC et 250 mégawatts de PV fait en sorte que ce projet soit l'investissement le plus gros au monde en ce qui concerne les énergies renouvelables. Et donc nous avons un investissement de 4,3 milliards de dollars US. Ce qui a rendu ce projet, qu'est-ce qui a rendu ce projet spécial? of background. We have Dans le contexte, nous avons commencé avec un appel d'offres qui a été présenté en 2017 et cela a été un appel d'offres qui a été émis par Dewar, qui est le gouvernement de Dubaï ici. Et cet appel d'offres, c'était pour deux tours, chacune d'entre elles de 100 mégawatts, donc un total de 200 pour un projet de 200 mégawatts avec deux tours. Et cela était obligatoire comme base de ce proposition. Ensuite, il y avait le choix et la flexibilité pour les différentes entreprises d'offrir une alternative une proposition alternative, mais qui démontrerait quand même une certaine valeur par rapport à la puissance requise. Donc, à travers Aqua Power, nous avons travaillé à travers différentes combinaisons et nous avons trouvé que cette combinaison, avec un mix et un mélange donc technologique, était la meilleure combinaison pour nous. Et donc, le projet nous a été donné basé sur ces propositions alternatives grâce à la proposition de valeur qui a été délivrée à nos clients, notre client. Et juste pour lister les valeurs clés ici, c'est premièrement le CNE coût nivelé de
l'énergie de 7,3 cents par dollar par kilowatt. C'était le plus faible au monde. La facilité de dispatch en 24 heures. Donc, non seulement le fait d'avoir de l'énergie disponible durant la nuit à travers ESC, mais aussi pour couvrir les besoins intermittents durant la journée quand c'est requis, ou même durant les périodes les plus chargées. Maintenant, ce qui concerne l'intégration des trois technologies de façon intelligente, de façon smart, ça a aussi été un élément conséquent concernant l'optimisation du projet afin que celui-ci soit le plus compétitif et concurrentiel possible. Le dernier point, c'est en fait que nous avons un projet fortement stratégique, puisque là, nous parlons de deux pays entre la Chine et Dubaï et les Émirats arabes unis et le gouvernement de Dubaï qui ont une relation très stratégique aussi en ce qui concerne la participation des deux pays, par exemple, avec les actionnaires chinois impliqués dans le projet ici. Et aussi, bien sûr, tout ceci, ce projet fait partie de la stratégie propre, d'énergie propre de Dubaï, qui est de générer 25% de son énergie à partir de l'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc ça, c'était une portion très conséquente qui a été couverte déjà par ce projet. OK, donc ici, nous avons certains détails en ce qui concerne le projet. Comme nous l'avons dit, cela a été un projet IPP, c'est-à-dire un projet qui peut tenir debout tout seul, en fait, et aussi pour fournir donc un projet IPP, donc Independent Power Project, aussi avec Dubai Electricity and Water Authority, avec 51% pour DEWA, et en plus de DEWA en tant qu'actionnaire principal, nous avions aussi comme actionnaire Aqua Power avec une participation à valeur de 24,99% et Silk Rock Fund, donc qui sont des actionnaires chinois avec une participation de 24,01%. Le lieu du projet est dans le même parc solaire que je vous montrerai un petit peu plus tard à l'écran, qui est le parc solaire qui est en fait le Al Maktoum Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park à Dubaï, qui est basé sur un développement et une structure opérationnelle. En ce qui concerne la capacité, comme cela a été expliqué auparavant, c'est de 950 MW avec 3 unités, donc 200 MW par cuve parabolique et 100 MW par tour centrale. Et la capacité de stockage d'énergie thermique SET était de 15 heures et en tout et pour tout. Et en plus de cela, nous avons aussi 250 MW de photovoltaïque PV. En ce qui concerne le contractant EPC que nous avons sélectionné, c'était Shanghai Electric Group Company parce que le projet était en fait pour un total de 4,3 dollars US. Et donc, en fait, c'était important de trouver un EPC qui était financièrement et techniquement capable de pouvoir traiter ce projet. Et donc, nous avons sélectionné Shanghai Electric Group Company comme contractant EPC, donc comme contractant pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de construction, qui doit pouvoir en fait fournir toutes les garanties pour ce projet au cas où il y a quelques problèmes que ce soit pour ce projet. Et nous avions besoin d'avoir des éléments financiers très solides. Donc Shanghai Electric est aussi coté en bourse sur la bourse de Shanghai et de Hong Kong, et c'est aussi noté par Moody's et S&P International, et donc vous ne pouvez pas trouver, nous ne pouvions pas trouver beaucoup d'IAGC dans le marché qui pourrait en fait prendre à corps un projet de ce genre. En ce qui concerne le contractant O&M, c'est Nomac, qui est une entreprise qui est possédé par Aqua Power, donc en ce qui concerne l'opération d'entretien, y compris en ce qui concerne ce portefeuille. Nous avons un projet en Afrique du Sud, Nord 1, Nord 2, Nord 3, Nord 3, et donc il a une bonne expérience d'opération de ESC, aussi bien en ce qui concerne la tour que la cuve, et cela a été sélectionné donc pour être sélectionné comme opération et entretien. Et nous avons aussi
sélectionner des fournisseurs de technologie. Comme vous le savez, pour ESC, c'est pas comme pour PV. Vous pouvez juste en fait avoir un panel de l'équipement et commencer la construction sur un tel projet. Ce n'est pas le même cas ici. Nous avons besoin d'avoir des fournisseurs de technologie qui peuvent être responsables, notamment en ce qui concerne cette technologie, qui connaissent bien cette technologie et qui peuvent aussi être responsables pour en fait la porter et l'équipement qui se trouve sous leur responsabilité. Donc, pour l'unité de tour centrale, nous avons utilisé Bright Source Technology et pour l'unité de cuve parabolique, nous avons utilisé Abengoa Technology. Les deux ont un accord conjoint qui sont les deux contractants pour ce projet. L'investissement total, les coûts d'investissement total de ce projet sont de 4,3 milliards de dollars US. Et dans ce projet, il y a une somme énorme, très significative en ce qui concerne la dette la plus conséquente, sa dette senior, qui est de 2,4 milliards de dollars US. Et quand nous disons ce chiffre, vous pouvez imaginer en fait le défi que nous avons à affronter en ce qui concerne la clôture de ce projet en ayant plusieurs banques. Donc nous avons des banques locales, nous avons des banques internationales et nous avons aussi la portion la plus conséquente qui venait des banques chinoises pour ce projet, en tout et pour tout, à une valeur de 2,4 milliards. Une autre particularité de ce projet, comme cela a été mentionné par Michael auparavant, c'est que le PPA est sur une période de 24 ans. Donc, en fait, nous voyons souvent des accords d'achat de centrales PPA qui sont moins longs, mais nous avons pu étendre cet accord d'achat de centrales jusqu'à une période de 25 ans, ce qui était essentiel pour ce projet ESC. Et ensuite, en ce qui concerne cet accord d'achat de centrales, cela a été signé, comme je l'ai dit, par DEWA et par Energy One. Donc là, vous pouvez voir un peu Noor Energy One. Donc là, vous pouvez voir un petit peu mieux à l'écran les acteurs principaux dans le projet. Et donc, nous avons l'entreprise de projet qui est Noor Energy One, ainsi que Dewa Holco, Dewa avec Holco Aqua Power. Nous avons aussi Silk Road Fund qui avec Aqua Power représente 51% pour Aqua Power et Silk Road Fund 49% au sein de Aqua Road. En ce qui concerne les prêteurs, ils ont tous des accords de financement et cela a été clôturé par l'an dernier. Et il y avait donc l'accord d'achat central qui a été signé avec Dewar, qui est présent ici, en ce qui concerne l'actionnaire. Et aussi, donc, séparément, il y avait un contrat EPC aussi qui a été exécuté, donc, avec une somme basée sur un prix, contrat signé avec Shanghai Electric. Et Shanghai Electric, il y avait un ensemble de contractants. En ce qui concerne les fournisseurs technologiques Bright Source et Abengoa aussi comme fournisseurs technologiques pour la cuve et donc parabolique. Et là, nous pouvons voir que Shanghai Electric fait partie de ces acteurs. Et avec les prêteurs sous un contrat unique, et nous avons aussi des ingénieurs, notamment afin de pouvoir passer en revue le projet et aussi la construction du projet, afin d'apporter le soutien à ce projet. Donc ici, vous pouvez voir à quoi ressemble ce parc solaire et où se trouve ce projet, où cela se trouve dans le parc solaire et comment les phases précédentes et les phases à l'avenir vont être situées. Donc, Mohammed bin Rashid Solar Park, le parc solaire Mohammed bin Rashid a commencé avec le premier projet qui n'était pas dans le projet dans le projet PC qui est de 13 mégawatts, qui est le petit rectangle là. Et ensuite, après cela, nous avons eu la phase 2 où
Nous avons eu le premier IPP ici, donc à Dubaï, pour Aquapower, qui nous a été donné en 2015, donc 200 MW ici. Et ensuite, à la suite de cela, à la phase 3, qui est de 800 MW. Et ensuite, nous sommes passés à la phase 4 du projet CSP PV hybride, donc SCPV hybride qui est de 44 km², ce qui vous donne une taille du projet ici. Et nous avons donc les 3 unités, nous avons la tour là, de ce côté-là, et nous avons ensuite 3 unités très semblables partagées dans le reste de cette zone de projet. Le PV ici est délimité à l'avenir. Pour une expansion à l'avenir, nous avons 900 MW et les éléments financiers ont été accordés à Aquapower récemment avant que cela ne puisse être étendu par DIWA. Donc, quelques points clés sur le projet également que je dois mentionner. Le fait d'avoir un projet ici à Dubaï, on a vraiment de la chance en fait par rapport à l'endroit où nous sommes. Nous sommes très proches de Dubaï et du port de Jebel Ali, avec un accès très facile aux autoroutes. Donc, nous n'avions pas à améliorer les infrastructures, les routes, ou essayer de trouver un moyen de transporter les équipements, en particulier les équipements plus volumineux, comme cela a été le cas dans d'autres pays tels qu'au Maroc. Donc, ceci était un grand avantage pour nous, la technologie, pour les récepteurs. Bien sûr, nous avons la tour que nous utilisons et en plus de cela, nous utilisons les sels fondus pour les miroirs paraboliques et également pour les PV. C'est en fait où se trouve notre unité de stockage. Notre capacité maximale d'exportation est de 950 MW, 100 de la tour solaire, 600 des miroirs paraboliques et le reste du MPD. Pour la technologie sur les champs utilisés pour les champs solaires, nous avons le LH 2,5 qui était tout à fait adapté à notre site, 12,5 12.5H. Et donc, ce type d'héliostat était en fait notre première technologie à choisir pour l'optimisation du projet. Et ces héliostats ne nécessitent pas de connexion par câble. Donc, ceci était très facile pour nous, même si c'est un site très large, mais c'était très facile de connecter en fait ces héliostats sans les câbles. Concernant le miroir cylindro-parabolique et les 3 unités, nous avons utilisé la technologie, la toute dernière technologie de collecteur et de cuve de 18.5. Concernant les PV, nous avons 250 MW qui sont dispatchables au réseau électrique et nous avons aussi une consommation interne pour l'utilisation des PV. Ceci on ne peut pas le distribuer au réseau électrique, mais c'était la technologie qu'on a utilisée. Donc, les récepteurs, c'est une technologie qui a été fournie par CMI avec un stockage thermique de 15 heures et de 12,5 heures chacun. Donc, l'allocation, le système de refroidissement, nous avons utilisé un condensateur
d'air refroidi avec des sous-stations de 400 kV pour chacune des unités, mais pour chaque unité, nous avions des sous-stations, mais aussi considérant les distances qui sont impliquées ici, qui sont les unités qui sont loin, éloignées dans un coin, pour établir les interconnexions électriques. En matière des conseillers qui nous ont apporté leur soutien dans ce projet, étant donné que c'est un projet complexe et le fait d'avoir différentes technologies impliquées, ce n'était pas un projet évident pour déterminer qu'ils seraient nos conseillers chez Aqua, mais aussi chez les bailleurs. Il y a eu donc différents conseillers qui ont été sélectionnés en particulier pour ce projet. Nous-mêmes, nous avions nos propres sponsors et nos propres conseillers pour les éléments techniques et légaux et fiscaux et des assurances, mais nous avions aussi d'autres conseillers qui ont également considéré ces aspects et DAVA avait leur propre conseiller pour les éléments financiers, éléments techniques et autres sujets. Donc, en fait, la manière où toutes ces parties prenantes ont contribué au projet et coordonné, en fait, pour essayer d'obtenir les meilleures allocations du projet et justifier chaque élément de ce projet. Pour l'évaluation des ressources solaires, c'était très important d'avoir les données de RDN, rayonnement direct normal, et aussi les données de GHI à partir des satellites de projets en discussion depuis 2014-2015. Donc nous avions la chance d'avoir déjà des données disponibles sur le site, à la fois pour le RDN et aussi pour le GHI. Et grâce au satellite, on a pu intégrer le projet à partir de données correctes et propres, appropriées. La durée d'opération du projet est de 35 ans à partir de l'acceptation initiale de la centrale. Nous avons différentes unités qui chacun représente une date d'acceptation initiale. Et une fois que toutes ces unités ont été acceptées, donc cela représente 35 ans de durée de vie de provision d'énergie par cette centrale qui ont été garanties donc par les différentes parties prenantes avec Aqua comme principal souteneur. Les économies générées par cela représentent 1,6 million de tonnes par année d'émissions carbone et nous pourrons ainsi alimenter 320 000 unités résidentielles à Dubaï en électricité. Donc, à partir du calendrier et donc la signature du contrat, de l'accord d'approvisionnement de la centrale, nous avons le NTP qui a été signé le 21 décembre en 2018. On a arrivé à la conclusion financière le 21 mars l'an dernier et pour chacune des phases, pour l'unité des miroirs cylindro-paraboliques, PAPT, donc le 22 août 2021, et pour chacune de ces phases de réalisation du projet, nous avons une discussion et respecte les conditions usuelles dans l'industrie. Et à partir de la troisième phase, en fait, la centrale va commencer à fonctionner en principe à partir du 22 décembre 2022, donc en même temps que la phase 3 est réalisée. Après cela, nous aurons quelques années de garantie par les différents contractants impliqués dans le projet. Comme vous pouvez le voir, les dates clés de notre projet
Ça a été publié en janvier 2017. Il y a eu une cérémonie d'ouverture en juin 2017. Le projet nous a été confié, donc juste avant la cérémonie officielle de l'inauguration, où nous avons posé la première pierre en mars 2018. Suite à la signature du contrat pour l'ingénierie, l'approvisionnement et gestion de construction. Ça a été fait donc en mars 2018. Ensuite, il y a eu un sommet des différents leaders des Émirats arabes unis et de la Chine se sont retrouvés pour discuter de ce projet en disant que c'était très stratégique pour notre pays. Ensuite, nous avons eu une visite en Espagne et le fait qu'il y avait 3 unités de miroirs cylindro-paraboliques qui se basaient sur une technologie développée par une compagnie espagnole et ce projet a pu être discuté et mis en avant par les chefs d'État de la Chine et de l'Espagne. Et ensuite, il y a eu la question du NTP et l'acceptation initiale pour la dernière unité de la centrale. Cela donc représente 3 années de garantie par les contractants en matière d'ingénierie et de gestion de construction. Les défis auxquels nous faisons face, ça a été partagé en 3 différentes phases, des défis différents, donc risque technologique et à la sélection. Lors de la phase de développement donc, de ce projet, le premier élément concernait le risque en matière de technologie et la sélection de la technologie appropriée. Donc, comment sommes-nous parvenus à déterminer ces 950 MW et de choisir une tour et d'avoir 3 unités miroirs cylindro-paraboliques? Ceci s'est fait à partir des données météorologiques. On a travaillé pendant un certain temps pour l'optimisation et la configuration de la centrale sur la base des données qui étaient disponibles sur site et les résultats solaires donc et les atténuations atmosphériques également étaient très importantes pour la tour solaire, mais aussi le vent. Ceci nous a aidé donc à bien déterminer que nous voulions une unité centrale de 950 MW. En plus de quoi, nous avons dû considérer les éléments techniques et les différents éléments de PV. Pour les autres composantes du projet, on a fait de nombreuses simulations pour déterminer les capacités pour chacune des unités, par exemple, quel était le nombre optimal d'heures de stockage thermique, les différentes tailles et aussi la hauteur de la tour. Ceci était une combinaison de toutes ces optimisations, nous a mené à mener le projet au stade où il est aujourd'hui. Le deuxième point concernait les risques relatifs à l'ingénierie et à la gestion du projet, ainsi de l'expertise. Un tel projet d'une telle amplitude de 6 milliards de dollars, ce n'est pas évident de trouver une compagnie capable et prête à prendre toutes les responsabilités dans le cadre de cette relation de contractant et de sous-traitant pour nous. Donc finalement, nous avons fini ce processus en choisissant Shanghai. Shanghai, comme je l'ai dit, c'est une compagnie qui est cotée en bourse et reconnue au niveau mondial, au niveau financier également. C'est une compagnie très robuste. Nous l'avons choisie donc et sur la base de l'expertise technique particulière à ESC que nous avons choisi avec le soutien de fournisseurs d'énergie qui avaient un grand niveau d'expérience également et donc on a pu prolonger un petit peu l'expérience qu'ils avaient dans ce domaine et nous pouvons voir que nous sommes
c'est la plus grande opération de construction de tours. C'est la raison pourquoi nous avons choisi en matière de la technologie. Des héliostats, ils pouvaient apporter beaucoup de valeur en raison du site où se trouvait le projet et les conditions de ce site. Et ensuite, il y avait la question des financements. Nous avons sélectionné avec Shanghai Electric pour nous offrir, pour fournir la technologie de cuves cylindro-paraboliques. Ils avaient beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc, on comptait sur eux pour nous fournir cette technologie. Mais le plus important, c'est que ceci est pris en charge par seulement une compagnie, qui est la seule compagnie responsable, donc le contractant ici, donc, ce qui est donc Shanghai Electric. En plus de cela et de la fourniture, de la provision de technologie, nous avons également demandé à notre compagnie en ingénierie et de gestion de construction, nous avons demandé la solliciter la compagnie d'ingénierie CSP qui sont là pour nous pour la coordination des technologies de ESC. Et en plus des achats qui ont qui impliquaient nos sous-traitants, comme dans le cadre de ce projet, les différentes composantes du projet concernant les équipements qui devaient être sélectionnés pour le projet. Nous avons exigé un certain niveau d'expérience avec ces équipements et qui devaient être pris en compte pour s'assurer que le projet allait être exécuté à partir d'équipements qui avaient été approuvés, sélectionnés et après avoir démontré l'expérience dans le domaine. Et le dernier point concernant la phase de développement portait sur la disponibilité de trésorerie et le confort que nous avions par rapport à la dette qui était engagée par rapport aux prêteurs. Donc, avec une telle somme, on avait besoin d'avoir beaucoup de liquidités disponibles, mais cela a pris du temps, mais nous l'avons trouvé finalement, et c'est la raison pourquoi nous avons un grand nombre de créditeurs, en fait, qui nous a permis de pouvoir aller de l'avant et nous assurer qu'ils étaient appropriés et qu'ils utilisaient le meilleur consultant pour soutenir les créditeurs dans cet exercice. Donc, en ce qui concerne les challenges et défis clés après la clôture financière, qui est notamment durant la phase de construction, durant l'année 2019 notamment, le premier point concernait l'adaptation au site. Donc, nous sommes là dans un emplacement qui est assez différent peut-être de là où notre contractant IAGC est habitué à travailler. Donc, nous avons certaines conditions météorologiques, par exemple ici, telles que durant l'été, c'est de l'été très chaud, très humide, et nous avons aussi des exigences locales. Et donc, quand nous parlons peut-être des approbations requises ou des licences et permis requis, par exemple, aussi le fait d'avoir la période de Ramadan, comment gérer cela? Donc, il y a certaines conditions, en fait, où les contractants IAGC, dans notre cas, n'étaient pas vraiment très habitués à cela. Et donc, ça a pris un certain temps afin de pouvoir s'adapter à ce site et aussi aux conditions en général. Le deuxième point concerne la coordination. Donc, vu que le projet a tout d'abord trois technologies qui sont impliquées, ce n'est pas quelque chose de facile en tant que tel. C'est-à-dire que si nous avons trois technologies, nous avons différents sous-traitants, nous avons différents sous-traitants clés, dans notre cas fournisseurs technologiques, avec beaucoup de fournisseurs aussi. Cela nécessite une grande coordination qui présente certains défis, notamment afin de pouvoir
afin de pouvoir coordonner cela. Donc, en fait, en termes de coordination, nous devons voir qui a travaillé sur les projets. Donc, on doit travailler avec tous les directeurs de projet afin de pouvoir gérer cela. Mais ça, c'était surtout durant les quelques premiers mois de la construction. Mais une fois que chaque membre s'est habitué à cela, alors c'était plus facile pour continuer à travailler. En plus de cela, le fait d'avoir de l'ingénierie, du génie civil qui soit fait dans différents lieux, par exemple. Donc, si nous avons un contractant IAGC qui fait du génie civil et de l'ingénierie en Chine avec une portion ici à Dubaï et aussi un élément en Espagne, c'était difficile en fait d'établir la bonne coordination entre ces différentes parties et afin de trouver une façon de pouvoir coordonner entre tous ces différents acteurs. À nouveau, cela a pris du temps au début, durant le premier mois, jusqu'à ce que chaque partie impliquée puisse s'être habituée à cela. Donc, cela a aussi fait partie de notre courbe d'apprentissage, même pour l'exécution, ici, où il y avait l'utilisation de différents sous-traitants qui n'avaient pas beaucoup d'expérience dans cette technologie, ou bien dans la quantité de travail impliqué, parce que, par exemple, nous parlons de 40 kilomètre carré. Donc, le fait de trouver des sous-traitants qui peuvent travailler dans ce genre de domaine, juste comme exemple simple, ça représentait certains défis, en fait, que de trouver quelqu'un qui avait une telle expérience avec un projet si conséquent qui nécessite tant de travail. Un autre point concerne l'équipement. Donc, le fait d'avoir une unité d'une tour centrale de 100 MW et 3 unités de cuves paraboliques utilisant surtout le même équipement en ce qui concerne la cuve parabolique et la tour. Cela présentait quand même des questions en ce qui concerne l'équipement, notamment en ce qui concerne l'équipement principal. Donc on ne parle pas simplement juste d'une petite partie d'équipement, mais nous parlons de 4 unités de ESC. Donc il y a en fait beaucoup d'équipements qui doivent être émis avec des accords d'achat et donc nous ne pouvions pas en fait nous permettre d'avoir beaucoup de retard à cet égard. Donc pour commencer, c'était un petit défi, mais maintenant, cela est sous contrôle et nous sommes satisfaits de cette situation maintenant. Et le dernier défi que nous devons affronter maintenant, qui évidemment touche le monde entier, c'est cette pandémie mondiale qui nous frappe maintenant. Nous ne savons toujours pas. Pour le moment, nous ne savons pas quel sera l'impact exactement, mais cela est définitivement un challenge et en fait, cela peut affecter tous les projets de toute façon dans le monde qui vont devoir affronter ce challenge et ce défi particulier. Donc, en ce qui concerne nos succès principaux durant cette année d'exécution, à partir du moment où nous avons émis le début du projet jusqu'à la fin de 2019 jusqu'au janvier 2020, qu'a fait l'entreprise. Donc, en ce qui concerne les éléments financiers, la clôture financière a été atteinte au début de 2019. Nous avons aussi donc le Climate Bond Certificate CBI, c'est-à-dire le certificat d'émissions climatiques pour un projet. Pour le financement d'un projet dans l'énergie renouvelable, c'est le premier financement d'un projet de cette nature dans cette région GCC qui obtient donc ce Climate Bond Certificate. Et ça, c'est très important, non seulement pour le projet, mais aussi pour la région, parce que cela ensuite attire beaucoup d'investisseurs. Et cela est vraiment quelque chose qui est très, très important, non seulement pour le projet, mais aussi pour la région, comme je le dis. En ce qui concerne l'exécution du projet sur le site, nous avons fini donc la tour centrale, donc la construction civile est terminée. Et cela a été un gros jalon, une grosse étape pour notre phase énergie 1. Donc, elle est érigée, on est en train d'ériger maintenant le MSR et nous allons commencer à la mettre debout en mai 2020 pour la tour centrale. En ce qui concerne l'installation aussi héliostat, cela a commencé avant la date prévue, ce qui est une très bonne chose pour le projet. Nous avons aussi
compléter l'achat d'équipements majeurs. Comme je l'ai dit auparavant, c'était un sacré défi pour commencer, mais comme je l'ai dit, cela a été fait à temps et donc nous avons complété les achats de transformateurs, de turbines, d'échangeurs de chaleur, de cuves à sel fondu, etc. J'ai aussi été informé que nous avons reçu en fait tous les visatants, ce qui est vraiment quelque chose d'important, vu que vous pouvez voir que nous avons beaucoup d'heures de stockage. Nous avons reçu plutôt les citernes et les équipements nécessaires. Si vous comparez cela à d'autres projets, nous avons reçu cela à temps. Et en ce qui concerne maintenant la cuve parabolique, MAF, c'est aussi complété. L'installation de l'unité 1 de la cuve parabolique est en cours. Et le dernier point que nous avons atteint aussi, c'est en ce qui concerne la santé et la sécurité, c'est un élément très important dans ce cas. Nous avons atteint plus de 4,2 millions d'heures de travail en toute sécurité. Et cela, c'est pour un total de 3200 employés sur site. Donc j'aimerais simplement dire que 3200 employés sur site, ce n'est pas encore à la période la plus chargée, puisque ça va doubler au plus une fois que nous serons dans la période la plus chargée. Je vais maintenant juste vous montrer des photos de ce site afin de pouvoir vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, la tour centrale à gauche, vous pouvez voir que en dessous, nous avons les collecteurs de sel fondu qui sont en train d'être érigés maintenant. À droite aussi, vous pouvez voir aussi le bloc d'énergie de la tour centrale qui est aussi en train d'être construit. Nous avons aussi la cuve parabolique 1 et vous pouvez voir en fait les récepteurs qui sont en train d'être installés. Ensuite, nous avons aussi le bloc énergétique qui est aussi sous construction. Est-ce que nous pouvons voir là? Ce sont donc les cuves requises pour le projet. Les citernes requises pour le projet. Donc, ici, nous avons une vue générale, en fait, de l'unité concernant la tour centrale. Et ces photos ont été prises en janvier 2020, si je ne me trompe pas. Et pour le moment, l'exécution devrait avoir progressé encore plus. Et à droite, vous avez l'unité concernant la cuve parabolique 1. Cette photo maintenant à gauche, c'est quand nous avons fini la structure en ciment de la tour avant les délais requis. Et notre projet, comme je l'ai dit, a reçu de très grands prix, notamment le fait que ça a reçu de très grandes récompenses, de très grands prix. Le tout dernier, c'était durant le PFI et ça a reçu le Power Deal of the Year, donc le deal énergétique de l'année pour les projets du Moyen-Orient et Afrique. Oui, cela conclut ma présentation, il me semble. 1 heure. Merci beaucoup, Myriam. Vous avez commencé juste un peu plus tard, donc vous pouvez finir avec la présentation. Nous avons juste quelques questions maintenant à votre égard pour finir. OK. Donc, bien. Ici, on nous dit que le prix de 7,3 cents, est-ce que ça c'est juste pour EPV ou pour ESC ou bien juste pour ESC? Peut-être vous pouvez expliquer ce tarif un peu plus. Bien, le projet était un projet de 700 mégawatts PV. Pardon, excusez-moi. 700 mégawatts ESC avec 7,3 cents de dollars par kilowattheure. Et nous avons ajouté aussi 250 mégawatts PV avec le tarif de PV qui a été 2,4 cents de dollars par kilowattheure. Donc, c'est différent. Nous avons juste ajouté cela un peu plus tard, juste pour qu'il y ait un peu plus de valeur ajoutée au projet pour le dispatch durant la journée, plutôt que d'utiliser que l'ESC durant la journée. Merci beaucoup. Pouvez-vous expliquer comment et pourquoi la tour et la combinaison avec la cuve parabolique? Je comprends en fait que ça pourrait affecter l'efficacité de la tour. Donc comment et pourquoi est-ce que nous avons cette configuration? Bien, OK. Comme nous l'avons dit, il y a des exigences de la part de notre client et nous sommes un développeur. Donc,
Nous devons satisfaire les exigences de notre client. Donc, comme je l'ai dit auparavant, le projet était de 2 tours, chacune de 100 mégawatts, et avec 8 heures au moins de stockage thermique. Donc, il y avait des conditions aussi à respecter. Nous n'avons pas considéré de proposition alternative juste comme ça. Donc, la condition était la suivante. Nous avions besoin d'avoir 100 mégawatts de tour centrale, au moins une, et nous avions besoin d'avoir au moins 8 heures de stockage. Ça, c'était la condition que nous devions satisfaire si nous voulions passer à la proposition alternative. Et la façon selon laquelle nous avons fait cela, c'est que si le client disait qu'il n'y a pas de budget ou de projet avec le 100 mégawatts, nous devions suivre cela. C'est ce que nous avons fait. Mais quand nous avons vu ce que la tour génère et que nous avons vu quel était le tarif qui était présenté par la tour, nous avons essayé de trouver une solution afin de pouvoir réduire ce tarif autant que possible. Donc, nous avons travaillé sur l'unité de cuve parabolique. Et ensuite, il y avait beaucoup de travail qui a été entrepris en ce qui concerne des simulations concernant les différents prix possibles pour passer juste d'une tour à 100 mégawatts et au moins 8 heures de stockage pour ajouter une unité ou 2 unités ou 3 unités de 200 mégawatts ou bien de 300 mégawatts ou 400 mégawatts. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été entrepris dans ce domaine afin de pouvoir compenser le coût du projet avec l'énergie générée par ceci. Pas uniquement cela, nous devions voir aussi dans le marché ce qui était faisable, ce que nous pouvions avoir. Nous ne pouvions pas, par exemple, avoir juste des unités de 500 mégawatts chacune en cuve parabolique. Donc, on a dû voir le marché, voir quel était l'équipement sur le marché disponible, quelle est la quantité de sel disponible, quelle est la quantité de HDF qui est disponible, donc de fluides collaborateurs, quels sont les sous-traitants et les fournisseurs qui peuvent fournir ce genre d'équipement avec cette capacité au projet. Et ensuite, la conclusion à la fin de cela, c'était d'avoir juste une seule tour, par exemple de 100 mégawatts, plutôt que d'en avoir 2, 3 ou 4, et 3 unités de cuves paraboliques de 200 mégawatts chacune. Donc, par exemple, si nous passions à 300 mégawatts, ça n'aurait pas fonctionné. Non, absolument. C'est des plans à très grande échelle qui rentrent en jeu à ce moment-là. Oui, exactement. Bien, question de Jonathan. Bonjour, Jonathan. Vous nous manquez. Mais je sais qu'il est très tôt là où vous vous trouvez. Jonathan dit, que pensez-vous que Aqua fera une tour solaire de 24 heures la prochaine fois et à quel prix? C'est pas... Pardon, que fera Aqua Power? Quand est-ce que vous allez faire 24 heures solaires et d'énergie solaire et à quel prix? Où et à quel prix? Bien, ça, c'est déjà 24 heures solaires. Non, non, il vous pose la question par rapport à la suivante. Ah, à l'avenir. Bon, écoutez, je pense que nous attendons aussi que le gouvernement continue à travailler sur l'ESC et je pense que l'énergie aussi, les demandes énergétiques sont en augmentation, sont toujours en augmentation. Et donc, nous voudrions voir cela en cours le plus rapidement possible parce que nous serons absolument ravis de fournir une alimentation énergétique, un dispatch sur 24 heures. Pas uniquement ça, mais nous avons aussi besoin d'avoir des économies d'échelle qui sont un élément très important ici dans le domaine de l'ESC. Si nous parlons par exemple de 100 mégawatts, de projets de 100 mégawatts de ESC avec un stockage de 24 heures au dispatch, alors cela ne serait peut-être pas si compétitif que ce que nous faisons maintenant ici à Dubaï, avec 700 mégawatts de SC. Donc, nous avons besoin que les gouvernements et les différents partenaires puissent permettre aux développeurs comme nous-mêmes, au moins, de pouvoir offrir quelque chose qui puisse être faisable, durable, et aussi qui puisse être sensé, non seulement en ce qui concerne la demande, mais aussi en ce qui concerne les tarifs. Donc, je peux vous dire que hier, je peux vous dire ce qui s'est passé. Barry, qui est le PDG de Aqua, a dit que n'importe où au Moyen-Orient, vous pouvez avoir des usines maintenant, par exemple, avec, durant les 3-5 années, pour l'instant à 6 cents, et peut-être dans les 3-5 prochaines années à 5 cents. Oui, oui, parce qu'en fait, si la consommation est très importante la nuit, donc au bout du compte, durant la nuit,
notamment durant l'été, ou dans la plupart des emplacements au Moyen-Orient, on aura besoin d'avoir un dispatch sur une période de 24 heures. Donc les 24 heures, ce sera oui, oui. Bien, qu'en est-il de l'Afrique du Nord? Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable? Notamment, vous avez travaillé en Afrique du Nord. Bien, écoutez, par exemple, au Maroc, la consommation, la charge de consommation est différente. Donc, je ne suis pas certaine qu'ils aillent vers 24 heures sur 24 ou pas pour l'instant. Mais ça doit être censé. Si nous parlons d'une période de 24 heures, vous savez, ESC, vraiment, c'est une question de stockage. Si sans stockage, l'ESC n'est pas vraiment requis. Vous allez juste passer au PV sans avoir besoin de ESC. Donc, le fait d'avoir un profil de charge de consommation, un profil de consommation durant la nuit qui est important, comme ici à Dubaï ou bien au Moyen-Orient en général, cela aide beaucoup. OK. Prenons une dernière question. Et ensuite, nous vous remercierons. Donc, la question est la suivante. On parle de CAPEX de stockage qui faisait partie de 7,3 cents. Je sais que ça s'explique de soi-même, mais apparemment, ce n'était pas clair. Donc, l'investissement en capital de stockage, donc le CAPEX de stockage, ça faisait partie du 7,3 cents, n'est-ce pas? Oui, quand on parle de CAPEX, ça fait partie du 4,3 milliards de dollars, n'est-ce pas? Donc, le stockage, oui, c'était cela. Donc, cela inclut tout le coût total du projet. Quand on parle du projet total, on parle du CAPEX, d'investissement en capital, tout le travail sur site, tout le génie civil, tous les coûts de financement, tout ceci est pris en compte. Donc, on parle de 4,3 milliards de dollars. Et parmi cela, nous avons dans le tarif de 7,3 cents, oui, bien sûr, le stockage est présent. Une dernière question, une toute dernière question et je vous laisse partir. Est-ce que les unités d'énergie ESC et PV sont connectées de quelque façon que ce soit? Bien, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par interconnecté, mais quand nous faisons le dispatch de PV est différent du dispatch de CSP, par exemple, de ESC, par exemple. Ça concerne la consommation de l'usine aussi? Oui. Pour cela, nous utilisons d'autres PV qui est différent que le PV qui part en dispatch. Ça, c'est quelque chose d'autre aussi qu'on ne peut pas envoyer en dispatch. Donc, c'est pratiquement le double de la taille pour aller à 250. Non, 250, c'est que pour le dispatch, c'est que ce qui va sur le grid, sur l'alimentation énergétique. Mais à part cela, nous avons un PV juste pour une consommation interne qui ensuite n'est pas envoyé. Ça ne va pas être envoyé en dispatch. OK, bien. Merci beaucoup, Myriam. C'était super de vous entendre. Vous avez été impliqué dans tellement de centrales ESC que je perds le compte maintenant. Vous avez été impliqué dans combien de projets? Vous savez, on en veut toujours plus. Non, non, mais vous savez, vous avez travaillé dans la plupart des centrales, n'est-ce pas? J'adore l'ESC, donc j'ai hâte du projet suivant. Vous n'êtes pas la seule. Et moi, j'aime voir en fait tous les amoureux de l'ESC en fait qui clapent et qui vous remercient, qui vous applaudissent. Et j'adore voir cela dans les commentaires. Donc merci beaucoup, Myriam. Oh, regardez, voilà. Asma est en train de vous applaudir. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Nous allons maintenant soyez en contact avec nous, juste avec des informations supplémentaires. C'est nécessaire. Bien sûr, Myriam vous a donné beaucoup de présentations. Bien sûr, ce projet est toujours en cours, donc on va en apprendre encore plus au fur et à mesure que ces choses se développent. Donc, merci beaucoup, Myriam. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à la prochaine section de notre ordre du jour. Nous allons parler d'obtenir un retour sur les investissements en énergie, dans le stockage d'énergie avec plusieurs personnes qui seront présentes. Je vais juste vous donner quelques minutes pour peut-être prendre un café ou passer aux toilettes si vous avez besoin rapidement et ensuite nous reviendrons avec la session suivante. Merci.